se passe sur une plateforme de réalité virtuelle sociale qui s'appelle VRChat, mais ils peuvent quand même avoir cette sensation d'être ensemble dans ces environnements en 3 dimensions. Bonjour, donc je suis Louis Cacciotolo, le fondateur de Vroom. Et Vroom est une entreprise consacrée à la production d'événements culturels et de divertissement dans le métavers, en réalité virtuelle sociale. Donc aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est ce futur, enfin je vais évoquer avec vous le futur du divertissement et des entreprises culturelles qui se joue dans sur ces nouveaux médias, cette nouvelle plateforme que sont les métavers. Ce que vous voyez ici, donc, sont des réalisations passées qui sont, attendez, je vais enlever la flèche peut-être, qui sont des réalisations que nous avons produites pour plusieurs artistes. Là, ce que vous voyez, c'est un artiste, un DJ qui s'appelle Molécule, et qui se passe sur une plateforme de réalité virtuelle sociale qui s'appelle VRChat. C'est une plateforme américaine, et d'ailleurs on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a un sujet de souveraineté sur tout ce qui touche à ce genre de spectacle et à ce genre de contenu immersif en ligne. Vous voyez donc que la réalité virtuelle sociale sont des plateformes qui permettent aux spectateurs de se brancher avec leur casque ou simplement un casque de réalité virtuelle ou bien simplement au moyen de leur PC, voire parfois juste avec un smartphone, dans des univers virtuels en 3 dimensions où ils peuvent se rejoindre sous forme d'avatar et faire des événements et participer à des événements ensemble alors qu'ils sont séparés parfois par des milliers de kilomètres. Mais ils peuvent quand même avoir cette sensation d'être ensemble dans ces environnements en 3 dimensions. Donc ce que vous voyez ici, c'est un dôme, ce qui montre aussi que le problème qu'on a dans le spectacle, et c'est en général le fait qu'on a du mal à monétiser et on a du mal à rentabiliser les productions. Une production de dôme, comme vous voyez ici, ça coûte très très cher, et jusqu'à présent, elle ne s'adressait qu'à un public limité, puisqu'elle ne s'adressait que sur des lieux qui sont faits pour recevoir ce genre de manifestations. Or, avec la réalité virtuelle, on peut utiliser les productions de dôme et les porter sur des plateformes métavers qui permettent donc de démultiplier l'accès au public et de pouvoir rentabiliser beaucoup mieux ce genre de production. Là, ce que vous voyez maintenant, c'est un spectacle hybride qu'on a fait avec Jean-Michel Jarre, que vous voyez ici sur l'écran. Ça, c'était en janvier de cette année, à la Maison de la Radio, et c'était d'ailleurs une avant-première du lancement de son album qui va se passer le 23 octobre de cette année, donc dans un mois. Vous voyez un concert de 40 minutes qui se passe dans une ville gigantesque qu'on a produit pour Jean-Michel Jarre, et chaque district de cette ville, en fait, est un morceau du concert. Donc ça nous permet aussi de nous adresser à un public beaucoup plus varié que le public classique des concerts des artistes. Parce que là, en général, vous pouvez avoir des gens qui soit sont des fans de ces artistes, soit sont des gens qui peuplent ces univers virtuels, qui en général sont des publics très très jeunes. Quand je dis très jeunes, ça va de 10 ans à 18 ans. Donc c'est vraiment des publics nouveaux, qui s'approprient ces technologies, qui s'approprient ces univers et qui peuvent s'amuser ensemble, découvrir ensemble une œuvre, tout en jouant avec les codes qui sont les leurs, les codes de gamification qu'ils connaissent bien puisqu'ils jouent aux jeux vidéo depuis qu'ils sont nés pratiquement. Et donc là, ce que vous voyez qu'il y a des gens qui regardent les écrans géants qui peuplaient cette ville imaginaire de Oxyville, et ce sont la plupart des gens qui restent statiques,
Vous voyez que ce sont des gens qui sont le public habituel de Jean-Michel Jarre, donc des gens qui sont vraiment venus pour écouter la musique. Et les gens qui courent partout sont des gens qui ne sont pas le public habituel de Jean-Michel Jarre, mais qui explorent les environnements qu'on a créés pour eux. Donc ça permet aussi d'arriver dans ces sessions que vous voyez multiples, parce que dans chaque instance, on peut avoir un nombre limité de personnes, mais chaque instance peut se créer à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut avoir des milliers de personnes en même temps, dans des instances différentes. Et c'est ça qui fait qu'on a aussi la possibilité d'ouvrir ce genre d'événements et ce genre de manifestations à des publics différents. Ce que vous voyez ici, c'est toujours sur VRChat, cette plateforme américaine, un festival allemand qui s'appelle Go East, qui est un festival du Deutsche Filminstitut et qui est un festival de films immersifs. Donc c'est de la narration. Et pour ce festival, nous avons donc mis à disposition cette plateforme, entre guillemets, qui accueillait les contenus immersifs du festival. Donc GOIS, c'est un festival de création narrative par des artistes d'Europe de l'Est, spécialement. Et vous voyez que nous avions même, dans ce festival, la possibilité d'accéder à la fin des projections, des œuvres, à des cocktails, à des remises de prix, à des petites soirées où on peut rencontrer, où le public peut rencontrer les réalisateurs, peut rencontrer les producteurs et peut donc comprendre quel est le but, quelle était l'intention créative justement des producteurs et des réalisateurs, ce qui est pratiquement impossible à faire dans la vraie vie, parce que à part d'être dans un endroit spécial dans le monde où le réalisateur et le producteur se produiraient le jour de leur première, par exemple. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ça permet aussi au public de s'informer et d'avoir accès non seulement à l'œuvre, mais aussi aux créateurs. Ce que vous voyez ici, c'est donc la remise des prix avec le jury qui était donc en ligne sur un écran, et la remise des prix avec un award qu'on distribuait sur cette scène virtuelle aux lauréats donc des prix de ce festival. Donc ça, c'était une réalisation qu'on a faite il y a à peu près 1 an. Ensuite, je vais passer à un autre cas d'étude, qui est celui... J'attends que la vidéo arrive, ou alors c'est bloqué, voilà. Sur une plateforme que vous connaissez tous sans doute, qui est une plateforme qui est extrêmement peuplée, qui s'appelle Roblox, et qui a chaque jour des millions d'utilisateurs. Cette plateforme, elle a l'avantage aussi d'être accessible sur téléphone portable. Donc ça permet aussi d'accéder à un public encore plus vaste que le seul public des gens qui sont équipés de casques VR ou juste de PC. Ce que vous voyez ici, c'est une expérience qui a été faite pour une marque qui est Escada, pour le lancement d'un parfum. Ce parfum s'adressait à des jeunes filles, c'est un parfum pour femmes. Et vous avez vu que nous avons créé un petit environnement qui permettait à la marque de mettre en valeur leur parfum à travers toute une expérience gamifiée. Et il y avait également un concert dans cette expérience. Là, ce que vous voyez maintenant, c'est un festival américain qui s'appelle le festival South by Southwest, Festival Austin, un des plus grands festivals de musique et de technologie des États-Unis. Et vous voyez que l'avantage aussi de ce genre de manifestation en réalité virtuelle, c'est que ça permet aux festivals, aux grands événements, de dématérialiser leur événement physique pour pouvoir à nouveau accéder à un public beaucoup plus vaste. Là, pour y avoir accès, il fallait prendre une accréditation. Donc ça permet quand même de monétiser puisqu'il y a une billetterie au départ. Et ce que vous voyez ici, c'est un concert hybride qui s'est passé au moment de ce festival. Donc on avait ce concert à la Défense Arena à Paris, une espèce de marathon de 12 heures de DJ techno qui jouaient donc à la Défense Arena. Il y avait à peu près 13 000 personnes dans la Défense Arena. C'était programmé par South by Southwest, le festival américain à Austin. Et en même temps, vous voyez que dans la réalité virtuelle, on avait le même événement en live qui se passait exactement en même temps que le concert dans la Défense Arena. Et à la Défense Arena, vous aviez des grands écrans, et c'est un peu ce qu'on va vous faire vivre ce soir si vous assistez au cocktail qu'on va faire ce soir. Vous verrez qu'on a un DJ set, et sur les écrans dans le lieu physique,
vous pouviez voir ce qui se passait dans la réalité virtuelle. On avait des caméras virtuelles à l'intérieur du monde virtuel et on demandait aux avatars de s'approcher de la caméra pour dire bonjour aux gens qui étaient dans le public. Et ça permet d'avoir une interaction en fait entre les deux mondes, le monde virtuel et le monde physique. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus, qui n'est plus expérimental à notre stade, qui est encore un petit peu contraignant au niveau logistique parce qu'on a toutes les contraintes techniques de latence, de technologie que ça suppose, mais qui marche et qui préfigure déjà ce qui va être le futur des concerts hybrides et des concerts immersifs ou même des spectacles immersifs avec les lunettes de réalité augmentée ou mixte qui sont en train d'arriver sur le marché qui permettront en fait et dans le monde virtuel et dans le monde physique d'avoir un accès direct aux deux types d'expériences. Ça, c'est notre réalisation la plus marquante, on dira, c'est le concert de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame en 2021. C'était pour le Nouvel An. Et là, on avait énormément de contraintes. Donc Jean-Michel Jarre l'a joué depuis son studio avec des trackers, des capteurs sur lui et dans la salle. Ça, c'est notre équipe. D'ailleurs, nous avons notre directrice générale qui est là et que vous voyez ici aussi, Maud Clavier, qui supervisait toute la production et la réalisation. Jean-Michel Jarre, vous voyez un peu, ça c'est le behind the scenes, comment on construit ces environnements. Donc on a recréé la cathédrale Notre-Dame en 3 dimensions avec tout un décor et des animations 3D, des effets de lumière, du vidéo mapping à l'intérieur de la réalité virtuelle pour pouvoir avoir en temps réel, et tout était time-codé, pour pouvoir avoir en temps réel tout le spectacle, le déroulé du spectacle. Vous voyez Jean-Michel Jarre qui en parle là, mais on n'a pas le son. Et voilà un peu à quoi ça ressemblait avant le concert et pendant le concert. Donc avec énormément d'effets spéciaux, un concert de 45 minutes qui a réuni, puisqu'on était diffusé non seulement en réalité virtuelle, mais aussi sur les réseaux sociaux du monde entier, même les réseaux sociaux chinois, les réseaux sociaux de Jean-Michel Jarre en live, sur des chaînes de télévision et même à la radio, on a réuni 75 millions d'auditeurs et de spectateurs pour ce concert et on a battu le record du monde du concert le plus streamé au Nouvel An 2021. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est très fier, non seulement parce qu'on a battu un record, mais parce que tout s'est bien passé. Et en particulier, il y avait quand même des contraintes techniques assez extraordinaires, puisqu'on était obligé d'avoir un countdown et d'être en plein milieu du concert. Il y avait le countdown avec 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, joyeuse année. Et il fallait qu'on soit synchro. Et c'est vraiment très compliqué. Alors évidemment, selon l'endroit du monde où vous étiez, c'était pas la bonne heure, mais tout le monde savait qu'à Paris, à ce moment-là, c'était le Nouvel An. Et surtout, c'était à quelques secondes près. On était vraiment, selon la latence de la transmission, on était vraiment tout le monde de toute la planète pouvait vivre le Nouvel An parisien en même temps que Jean-Michel Jarre. Nous avons aussi, là pour la Biennale de Venise, réalisé, alors ça c'est assez intéressant aussi, je ne sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo, mais c'est un mélange d'environnement 3D et de dôme ou de vidéo 360. C'est-à-dire que là, ce que vous avez, c'est toute une espèce de décor en 3 dimensions où les avatars peuvent, le public peut se brancher et explorer pendant un DJ set d'un DJ que vous verrez ce soir d'ailleurs pendant le cocktail. Ce décor-là, il peut être exploré. Il y a des éléments de gamification. Les gens peuvent danser, ils peuvent sociabiliser. Et en même temps, tout autour, il y a quelque chose qui constitue le prolongement de ce décor et qui fait qu'on a l'impression d'être dans un monde immense alors qu'en fait, pas du tout. En fait, on est dans une grande illusion, c'est d'un monde qui est prolongé par la vidéo. Donc, on ne fait plus trop la différence entre le monde 3D, le monde virtuel et le monde vidéo. Tout est assez mélangé et du coup, ça donne une impression aux spectateurs d'être dans un univers complet, alors que nous, ça nous permet de contrôler de manière très précise les mouvements qui se passent à l'intérieur de ce monde-là et de ne pas perdre justement le public. Parce que c'est ce qui arrive aussi quand on dessine ou quand on produit ou quand on crée des mondes trop grands. Donc, vous voyez, ça c'était pour une des soirées d'ouverture, je crois, de la Biennale de Venise.
je vois qu'il y a des gens qui nous mettent des messages. Et là, une autre plateforme qui fait pas mal de buzz pour l'instant, qui s'appelle The Sandbox, là pareil. Donc vous voyez, ça c'était aussi pour un DJ set. Donc la gamification là, c'est vraiment encore un cran au-dessus. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des degrés différents de storytelling ou même d'appréhension de comment appréhender en fait la création des événements culturels ou de divertissement sur les plateformes les plateformes métavers, c'est que là c'est complètement gamifié. Quand on a vu tout à l'heure le concert de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame, c'était vraiment quelque chose qui était plus... on demandait aux spectateurs d'être un peu plus passifs. Ils pouvaient explorer la cathédrale, etc. Mais c'était plus un spectacle visuel et sonore qu'un jeu. Dans ce set-là, c'est vraiment un jeu. C'est comme un escape game. Il faut aller trouver des objets afin d'activer certaines fonctionnalités. Les spectateurs peuvent avoir une action directement sur ce qui se passe sur scène, alors que sur le concert à Notre-Dame, tout était déjà préétabli. Donc là, en temps réel, chaque spectateur peut activer, une fois qu'il a trouvé des clés qui lui permettent de débloquer des fonctionnalités, peut activer lui-même des lumières. Par exemple, vous allez voir là le petit bonhomme qui court, il va revenir, il veut des lumières au sol, hop, il active et puis il a des lumières au sol. Et ça permet aussi de pouvoir donner un petit peu plus d'autonomie et d'action en fait aux spectateurs. Et d'ailleurs, nous, on appelle les spectateurs des spectateurs parce que le spectateur devient acteur en fait dans ces expériences-là. Donc là, je vais un peu parler de manière plus générale de toutes ces perspectives qu'offre le métavers pour l'industrie du spectacle, de la culture et du divertissement. Ce que vous voyez aussi, les images qui passent pour l'instant, c'est encore à nouveau le festival South by Southwest à Austin. Ça permet au festival aussi de proposer des choses qu'ils ne proposent pas forcément dans la vraie vie ou de les dématérialiser. C'est-à-dire que là, pour South by Southwest, on leur a fait vraiment énormément de fonctionnalités qu'ils avaient déjà à Austin, mais avec des panels, par exemple, comme aujourd'hui. On a ce panel ici, on est retransmis en même temps en ligne, mais on pourrait imaginer qu'on n'est pas du tout, parce que la programmation de la mêlée est trop importante, en fait, on va programmer certaines sessions que en ligne ou que en réalité virtuelle, pendant la durée du festival ou même hors festival. C'est ça l'avantage, c'est que ça présente l'avantage de continuer à augmenter, à étendre l'influence du festival ou de l'événement pour que on puisse continuer à faire des conférences, on puisse continuer à faire des rencontres, on puisse continuer à s'amuser ensemble, à faire des soirées, à faire des concerts, à faire des spectacles selon un peu n'importe où, n'importe comment, comme on veut, sans avoir besoin d'être limité à l'espace physique du festival lui-même ou de l'événement lui-même. Donc c'est quelque chose qui vraiment permet de toucher un public qui n'a plus rien à voir avec le nombre de public qui est normalement, qui peut se rendre dans un lieu physique. En particulier quand le lieu physique est dans un pays spécifique ou quand le lieu physique est limité en temps, en espace, en jauge, etc. Ça permet vraiment d'exploser toutes ces barrières et c'est quelque chose qui évidemment est très très important pour les industries culturelles parce que le coût de production peut être rentabilisé et même optimisé avec une rentabilité bien plus forte. Et là, ce que vous voyez, c'est pour aussi vous donner des chiffres maintenant. Vous voyez alors ça, c'est pas nous qui l'avons fait. Ça, c'est un concert très connu de Travis Scott sur Fortnite. Donc Fortnite est un jeu vidéo en ligne. En 2018 et 2019, Travis Scott avait fait une tournée dans plus de 50 villes en 2 ans, où chaque ville, chaque destination a généré à peu près $1 million de revenus pour un concert de 2 heures. Après le Covid, il a décidé de faire ce concert sur Fortnite. Ce concert durait 9 minutes. Et en 9 minutes, il a généré $20 millions. Donc c'est des chiffres qui sont complètement hallucinants. Et sans billetterie. Parce que là, il ne s'agissait que de faire du merchandise, c'est-à-dire que les gens pouvaient choisir des skins pour se les approprier, pour se customiser, en fait, leur avatar, par exemple, à l'effigie ou à l'image ou avec les accessoires de Travis Scott. Et c'est rien qu'en vendant les skins, ils ont généré $20 millions
de revenus. Pour un concert de 9 minutes, alors qu'une tournée de 2 ans, pour un concert de 2 heures dans 50 destinations, avait généré 60 millions de dollars. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont complètement déconnectés de la réalité, on pourra dire, puisqu'on échappe aux contraintes de la réalité, justement. Là, ce que vous voyez, c'est donc toujours ce DJ qu'on verra ce soir pendant le cocktail, Minotaur, qui avait fait un petit set en réalité virtuelle, et ce petit set permet en fait à n'importe quel, et c'est quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a aucune notoriété, il a 300 suiveurs sur Instagram, enfin bon, c'est vraiment un tout petit artiste, comparé à Travis Scott en particulier, et il réussit à réunir sa communauté, et sa communauté, une 300 personnes qui paient chacun 10 $, et ben ça permet à cet artiste d'avoir en ligne, d'organiser un DJ set avec des gens qui le suivent du monde entier, de les réunir et de gagner 3000 $ en une soirée. Donc c'est vraiment ça. Et nous, pour l'instant, nous sommes en train de développer notre propre plateforme parce que pour l'instant, nous dépendons des plateformes étrangères. Donc le 10 janvier, nous allons lancer une plateforme qui s'appelle Vroom, toujours, et qui sera une plateforme dédiée au spectacle vivant, qui est comme un YouTube du métavers, c'est-à-dire que ça va permettre à n'importe qui, en quelques clics, de créer son propre univers et d'inviter avec de la billetterie. Et ça, c'est notre nouveau logo, d'ailleurs, pour le lancement de la plateforme, que je vous présente ici avec plaisir. Et cette plateforme que l'on lance le 10 janvier permettra en fait à n'importe quel artiste, à n'importe quelle institution, à n'importe quel lieu de spectacle, de créer son propre univers et de rencontrer le public et de monétiser avec de la billetterie ou des transactions de biens virtuels directement, sans passer par des intermédiaires. Je vous remercie. J'avais une question par rapport au retour des vidéos qui étaient assez saccadées. Ça, c'était la prise de vue ou l'expérience aujourd'hui, à cause de la technologie, elle est saccadée comme ça ou c'est plutôt Non, elle fluide? n'est pas du tout saccadée, elle est ultra fluide. C'est qu'aujourd'hui, on a eu un petit problème, je crois, de régie. Et donc, on était obligé de passer par un système qui fait que la vidéo que vous avez vue était saccadée. Mais en fait, elle ne l'est pas du tout, l'expérience. Okay. Et je voulais savoir, on voit les personnages bouger. Alors moi, je fais un peu de VR, du coup, et c'est vrai qu'au niveau des capteurs, par exemple, sur de l'Oculus Quest 2, on a le casque, les manettes. Du coup, comment on fait pour avoir des mouvements de danse aussi complexes? C'est-à-dire qu'il y a des capteurs supplémentaires sur les casques. Comment ils font pour... Alors, il y a des équipements de full body tracking qui existent, et certains utilisateurs qui peuplent justement ces métavers et ces plateformes de réalité virtuelle sociale sont équipés. Et ce qui leur permet, quand ils rejoignent ces événements, de danser mieux que les autres, par exemple. D'accord. Ouais, avec plus de capteurs sur toutes les articulations. Tout ça. Voilà. Ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir ces retours de technologie pour être plus adapté, pour mieux participer justement à l'expérience. En fait, il y a énormément de petits gimmicks qui sont vendus un peu partout maintenant. C'est un petit peu comme des élastiques que vous placez sur vos chevilles, etc., mais qui sont équipés de capteurs. Vive, HTC Vive en particulier en fait beaucoup, mais pas que en fait. Donc on a pas mal de gens qui sont équipés de casque Quest et qui sont aussi équipés d'équipements qui les... Ça m'intéresse de voir les différents capteurs sur Oculus, ouais. Tout à fait. On en reparlera. D'autres questions ou en ligne peut-être? Merci beaucoup.